Donc il y a une sorte de justice de classe ici, là aussi. Et donc ce banquier, on a soutenu pour ce lanceur d'alerte, il dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez toutes les informations de Suisse et vous n'en faites rien. Donc c'est même pas que l'État dit qu'il n'a pas les moyens de poursuivre la grande fausse fiscale, c'est qu'il ne veut pas la poursuivre. Il aurait fait beaucoup mieux. Effectivement, le film de Raoul Peck, le film de Raoul Peck dit on a eu 2 catastrophes majeures. Hein, le 9 janvier, le jour du tremblement de terre. On a eu un tremblement de terre qui a tué 300 000 personnes. Et 2, l'arrivée de l'aide internationale. On regarde ça, on dit oh, quelle bande d'ingrats, ces noirs quand même. Alors donne 12 milliards et ils râlent, ils sont pas contents. Ça c'est quand même dégueulasse. Il harcelait le personnel. On parle de Frédéric Hansen ici du MR. Que non seulement il harcelait le personnel, faisait des menaces de mort, c'est passé à la RTBF, mais aussi avait des marchés publics extrêmement douteux où de l'argent public disparaissait par millions. Pour dire aux gens il faut voter à gauche ou à droite, mais maire ou PS, mais bon, voilà, ces gens sont à Dubaï à boire des cocktails ensemble sur le frais du contribuable, c'est juste une comédie en fait. Donner des moyens d'action pratiques à la population pour obtenir des résultats. Au final, oui, on peut dire les gens sont tous pourris, mais à quoi ça va servir? L'important c'est de dire quelle est la solution. Bonjour, bonne année 2023 ou bonne année, hein, parce que c'est possible que le prochain opus soit encore pire que les précédents. Bienvenue à Thinker Jaune. Donc Thinker Jaune, c'est la nouvelle chaîne YouTube créée par DocPat et moi-même. On est des militants gilets jaunes de Belgique. Donc ça fait 4 ans qu'on est sur le terrain, dans des manifestations, actions, conférences, festivals. Donc ce qui nous motive à continuer, ce sont les rencontres, hein, les découvertes humaines. Et donc on voulait consacrer cet espace à partager le plaisir de rencontre avec tout le monde en fait. Aussi prendre un peu de recul pour réfléchir sur certaines questions. C'est la 2e émission de Thinker Jaune. On voulait vraiment vous remercier pour tous les retours positifs qu'on a eus. Des retours souvent très très enthousiastes bien sûr. Et aussi certaines critiques constructives. Donc sachez qu'on en a tenu compte. Donc le petit Papa Noël est passé. Et on a des micros maintenant. Donc on espère que ça va améliorer le confort pour les auditeurs. Aujourd'hui dans Thinker Jaune, donc c'est la 2e émission, on accueille Claude Archer. Bonjour Marcos. Bonjour. Claude Archer, c'est une figure très connue des Gilets jaunes en Belgique et des militants de la démocratie en général, grâce notamment à un outil que tu as créé, Transparentia, dont tu vas nous en parler, et dont tu nous as généreusement apporté le logo. Hein. Voilà. Donc maintenant, on a une déco, c'est bien. Tu es aussi une figure très connue des hommes politiques et du personnel de l'administration publique, puisque tu ne rates jamais une occasion de leur rappeler les vertus de la transparence, de la bonne gestion, et de leur rappeler que leur vrai patron, en fait, c'est nous, c'est le peuple, ce sont les citoyens. En plus de ton sourire communicatif qui nous redonne du peps pour la lutte, tu viens en plus, tu déboules avec tes nouvelles trouvailles sur l'administration publique et tout. On trouve qu'en plus, tu as une analyse très ajustée, très pragmatique en général. Et donc, c'est toujours très intéressant de parler avec toi. Et donc, on a le bonheur de te recevoir ici. Dernièrement, tu t'es beaucoup préoccupé du dossier du Parlement wallon. Oui, tout à fait. Tu as fait une très chouette action avec des Gilets jaunes. En plus, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est très intéressant. Donc en fait, au départ, le Parlement wallon, qui est celui qui règle toutes les lois et décrets pour la Wallonie, des employés harcelés par un haut fonctionnaire, de nouveau, aussi placé par le monde politique, lui venait du MR, et indéboulonnable pour cette raison, avec l'accord de tous les autres partis, harcelait systématiquement, menaçait de mort des employés du Parlement wallon. Et ces employés s'en plaignent depuis des années, sans que le monde politique ne bouge. Il y a une centaine d'employés là au Parlement wallon, et ils n'ont ni le droit de se syndiquer, mais peu à peu, l'affaire est sortie dans la presse. Donc ce sont des lanceurs d'alerte qui ont montré que non seulement il harcelait le personnel, hein, on parle de Frédéric Hansen ici du MR, que non seulement il harcelait le personnel, faisait des menaces de mort, c'est passé à la RTBF, mais aussi avait des marchés publics extrêmement douteux où de l'argent public disparaissait par millions. Voilà. Et donc, ça c'est un cas typique de lanceur d'alerte où on peut prendre l'exemple d'un passage piéton qui sépare le Parlement pour traverser une rue sur 10 mètres,
pour aller à l'entrée du parking, et ils ont estimé que les parlementaires devaient pouvoir passer au sec, hein, pas sous la pluie, jusqu'au parking pour traverser une rue. Et donc on a creusé un tunnel sous le passage piéton pour qu'ils puissent arriver au sec sous le parking, et via des arnaques et Au sec et peut-être aussi à l'abri des regards, des caméras. à l'abri, c'est ça, voilà, à l'abri de la population qui voit qui vient, ce qu'ils font réellement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le contrat initial de 900 000 €, ce qui était déjà assez important, est passé à 3 millions d'euros, en disant « Ah, on s'est trompé. En fait, les 900 000, c'était seulement pour creuser le trou. On avait oublié qu'il fallait mettre aussi un tunnel à l'intérieur et reboucher. On a fait une petite erreur dans le marché. » Et donc la facture finale était de 3 millions. Alors 3 millions pour traverser une rue, c'est assez important. À titre de comparaison, le gouvernement à Bruxelles vient de voter un budget de réparation dans tous les tunnels de la capitale pour 3 millions d'euros. Donc il faut imaginer que là, on a le même budget pour traverser une rue. Voilà, c'est quand même, je pense qu'il faudrait un peu que la justice s'intéresse où sont passés ces millions. Et donc ça, c'était Frédéric Janssen, ce haut fonctionnaire, qui gérait ces malversations. Et donc, la combinaison de ça, plus le harcèlement du personnel, plus des voyages d'agrément payés par les citoyens, donc ils ont fait un week-end de 4 jours à Dubaï avec le président PS du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt, pour 19 000 € au total de frais. Hein, hôtel, voyage, billets d'avion et petits agréments sur place, payés par le contribuable wallon pour un voyage. C'est pour s'entraîner pour le Qatar, peut-être. C'était ça, voilà, à Dubaï quand même. Pour 4 jours, 19 000 € à 2 personnes. Et donc c'est assez drôle, parce que là aussi, on va dire, ah oui, c'était un MR. Non, ils étaient MR et PS, tous ensemble à Dubaï, à la plage, avec leur cocktail pour 19 000 €. Voilà, donc évidemment, c'est un système de complicité totale. On va juste créer un mythe de la démocratie pour dire aux gens, il faut voter à gauche ou à droite, mais maire ou PS. Mais bon, voilà, ces gens sont à Dubaï à boire des cocktails ensemble, sur le frais du contribuable. C'est juste une comédie, en fait. C'est presque une messe religieuse où chaque 5 ans aux élections, on veut faire croire aux citoyens que c'est important d'être de gauche ou de droite, ou de voter pour du vert ou du orange, etc. Voilà, alors que c'est une même caste politique qui colonise les services publics, qui n'a pas d'autre intérêt que son intérêt personnel, on va dire. Et donc dans cette affaire, c'est la conjugaison de ces 3 affaires. Là, c'était trop, c'est enfin sorti après 10 ans dans la presse, et ce qui a mené à la démission, en tout cas, de certains de ces personnages. Mais ce qui est très drôle, c'est que en même temps, exactement au même moment, passait le vote en Wallonie de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, le décret. Et au même moment, on remarque, en creusant, alerté aussi par des assistants parlementaires, qu'on a oublié une catégorie de fonctionnaires dans la protection des lanceurs d'alerte, qui sont les employés du Parlement. Donc vous avez quand même, c'est magnifique, vous avez des employés du Parlement lanceurs d'alerte qui révèlent des dysfonctionnements graves. C'est une disposition qui est au départ une directive européenne qui doit être acquise de lutte et qui doit être implémentée dans les législations locales et exactement. Elle doit être traduite en droit national et aussi en droit wallon. Ils sont déjà en retard de 10 ans, je crois. Ouais, de près de 3 ans, hein, c'est ça. Ils sont de 3 ans quand même, c'est pas mal. Ouais. Et ils avaient 2 ans où ils n'étaient pas sanctionnés, mais là ils sont sanctionnables. Ils peuvent avoir une sanction de l'Europe, et donc ils veulent le faire. Et après 3 ans, ils ont oublié. Donc c'est le Parlement wallon qui oublie, qui extrait même du projet de loi la protection de ses propres employés. C'est assez drôle, évidemment. Qui eux-mêmes sont justement les lanceurs d'alerte qu'on voit le plus dans l'actualité wallonne pour le moment. Oui, c'est ça. Donc on a fait une manifestation, effectivement, avec des gilets jaunes pour leur dire, écoutez, si le monde politique ne veut pas vous protéger, nous, on va se battre pour que vous ayez le droit de vous syndiquer et le droit d'être protégé comme lanceur d'alerte. Et effectivement, c'est très très drôle, parce que donc on est venu au Parlement, et les députés qui ont voté contre cette protection sont justement ceux qui est la nouvelle génération propre qui doit remplacer l'ancien bureau du Parlement qui vient de démissionner. Donc vous voyez une affaire, donc on répète, on a quand même des employés lanceurs d'alerte du Parlement wallon, dont les révélations dans la presse font démissionner tout le bureau du Parlement, la direction du Parlement, et qui on met à la place comme nouveau monsieur propre, ceux qui ont voté contre la protection des employés du Parlement comme lanceurs d'alerte. Donc c'est quand même drôle aussi de voir ce genre. Donc on va continuer évidemment à pousser jusqu'à ce qu'on l'obtienne, et on l'obtiendra. On fera tout ce qu'il faut, on fera autant de fois le siège du Parlement wallon qu'il le faudra. Et voilà, c'est important de pas seulement dénoncer, mais donner des moyens d'action pratiques à la population pour obtenir des résultats.
au final, oui, on peut dire les gens sont tous pourris, mais à quoi ça va servir? L'important c'est de dire quelle est la solution. Quelle est la solution et quels moyens techniques, précis, avec un agenda d'action, on met en place pour arriver au résultat qu'on veut, pour changer les choses. Et c'est ça vraiment, ce genre de révolte citoyenne constructive qu'il faut avoir. Il faut former des activistes pour dire non, voilà, on sait effectivement que nos services publics sont corrompus et colonisés par une caste qui n'a elle n'a que son intérêt personnel en jeu. Maintenant, comment on fait changer ça? Par la transparence, bien sûr, en les forçant à mettre toutes leurs factures, toutes leurs décisions en ligne automatiquement avec des moteurs de recherche pour que chacun puisse le contrôler, mais aussi des moyens d'action très concrets, d'aller manifester au Parlement, de faire du lobbying, de mettre en avant les députés qui s'opposent à ce genre à l'intérêt général. Et donc voilà, tout ce rapport de pression est très important, que ce soit via les réseaux sociaux ou la presse, pour arriver au résultat final. Dans ce cas-ci, c'est que les employés du Parlement wallon soient bien protégés, alors qu'eux-mêmes sont des lanceurs d'alerte. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est très bien de parler, de dénoncer, mais il faut que ça se concrétise à un moment, à un changement social, à des outils qu'on donne aux citoyens pour reprendre leur destin en main. Ça, c'est pour moi essentiel pour Transparencia. En plus, en Belgique, on est un petit peu privilégié parce que en France, nos camarades gilets jaunes, ils se disputent contre Macron, que c'est toute une institution. Ici, on a l'impression aussi d'avoir face à un mur, mais en fait, on est beaucoup plus proche de nos politiques. Oui, tout à fait. Le pouvoir est tellement émietté en Belgique, comme ils ont découpé le pays pour donner des postes à chacun, et en région, en sous-région, etc. Mais du coup, les petits pouvoirs sont beaucoup plus faibles, ils sont beaucoup plus faibles. Et donc pour les citoyens, c'est vrai que le pouvoir de lobbying, vous habitez dans le sud de la France, monter à Paris, manifester devant l'Assemblée nationale, c'est une sacrée organisation. Ici, aller à 20 km de chez vous au Parlement régional, ça va, c'est pas trop compliqué à faire. Et donc, il y a vraiment une belle opportunité démocratique pour les gens, pour faire ce lobbying citoyen. Vous voyez, le Qatar, lui, et d'autres groupes industriels donnent des liasses de billets à des députés pour faire leur lobbying. Bon, nous, on n'a pas des millions à distribuer aux députés, mais on a des moyens de pression, de presse, de réseaux sociaux pour leur dire non. Il faut quand même que vous privilégiez l'intérêt public sur ces intérêts particuliers. Et donc c'est vrai que c'est une opportunité pour les activistes de dire, en Belgique, quand même, on a plein d'outils pour faire changer les choses et améliorer la situation. Peut-être rappeler que toutes ces démarches qu'on fait pour que les droits des citoyens soient respectés, c'est pas simplement la liberté d'expression ou quoi. C'est vraiment notre vie qui est en jeu, la gestion de la vie politique, quoi, de la vie publique. Tout à fait, oui, c'est reprendre le contrôle sur nos services publics complètement, de manière démocratique, qu'ils soient gérés de manière avec un contrôle direct et qu'ils soient mis dans l'intérêt public, que ce soit en termes d'enseignement, où on se retrouve avec des situations aberrantes, où un des pays les plus riches du monde a un enseignement francophone complètement détruit, on va dire détruit, avec des pénuries de profs, on n'arrive même plus à trouver des profs dans certaines écoles, où on a des systèmes hospitaliers qui fonctionnent de moins en moins bien, on a des services publics où l'argent des transports publics et des trains part dans des gares pour alimenter des groupes de construction et des architectes stars, avec des milliards qui partent en travaux inutiles. Et ça, c'est vraiment notre vie quotidienne de transport, d'enseignement de nos enfants, de soins de santé, qui est affectée par cette colonisation des services publics par une clique, quoi. On va dire ça comme ça. Et donc c'est notre vie quotidienne au final qui est impactée, et c'est à nous de reprendre le contrôle de l'État, des services publics, pour qu'ils fonctionnent dans l'intérêt de la population. Ouais. Oui, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu ta collaboration avec les Gilets jaunes, tes relations avec les Gilets jaunes? Oui, tout à fait. Excellente, évidemment. Ah ben oui, mais les Gilets jaunes peuvent être très fiers, parce que si en France, effectivement, il y a eu une sorte de découragement dû à l'absence de résultats face à la répression de la police de Macron, etc. En Belgique, on s'est mis ensemble au moment justement des élections 2019 pour utiliser ce levier de la campagne électorale pour forcer les politiques à renforcer cette transparence et cette accessibilité aux informations, aux documents publics. Et donc on a fait voter au Parlement wallon notamment, on a encerclé 3 fois le Parlement wallon avec les Gilets jaunes et Transparencia, et on a obtenu gain de cause pour que cette loi devienne contraignante avec des sanctions en cas de refus de transmettre à un citoyen qui le demande des informations. Donc pour vraiment que le droit de demander des comptes aux administrations devienne vraiment contraignant. Et donc la Wallonie a une des meilleures législations européennes maintenant en termes d'accès aux documents publics.
il faut encore qu'elle soit respectée, mais en tout cas faire changer cette loi était une collaboration très fructueuse où nous on a préparé ça pendant 3 ans à l'avance pour aller avec des députés rédiger les textes de loi, mais au final il fallait une force activiste et avec les gilets jaunes il fallait qu'on aille vraiment faire des démonstrations de force devant le Parlement et pour que jusqu'à ce que ces députés votent enfin des lois aussi simples de rendre contraignant avec des sanctions et obligatoire ce droit à l'information. Ouais, la vieille recette sur les meilleurs. La meilleure, ce qui marche le mieux, c'est le terrain, quoi. C'est ça, préparer en amont pour avoir vraiment un impact maximal. Hein. C'était quand même une grosse préparation sur 2 ans à l'avance. Mais pour ça, oui, là, avec les Gilets jaunes, c'est une belle victoire que les Gilets jaunes peuvent mettre à leur chapeau, de dire, voilà, on a réussi à faire ce lobbying citoyen et faire changer une loi dans le sens des citoyens. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ce fameux outil pour la démocratie en Belgique, Transparentia ? Transparentia, c'est un outil pour pousser les autorités à répondre aux questions des citoyens, à des demandes d'informations et de documents faites par les citoyens. C'est un article fondamental, le droit à l'information, l'article 32 de la Constitution belge, que tout citoyen a le droit de demander copie d'une information détenue par des pouvoirs publics et d'un document. En gros, toutes les dépenses, toutes les décisions, toutes les factures, permis de construire, subsides, marchés publics, projets de loi, etc., projets de décision dans une commune. En fait, tout ce qui fait la gestion complète de notre vie publique se trouve sur base de documents dans les administrations et on peut en demander copie, c'est en 30 jours, gratuitement par email. Ce droit, bien qu'il soit dans la Constitution, étant pas toujours respecté, on a fait un outil qui republie et les questions des citoyens, en mettant des boules vertes et des boules rouges, suivant qu'une administration, un ministre, un homme politique y répondent ou n'y répondent pas. Et on fait des classements et on essaye de faire du lobbying citoyen pour mettre la pression, pour les forcer à se mettre tous en boules vertes et faire aussi changer les lois pour que ça devienne vraiment contraignant pour eux de mettre librement en disposition pour tous sur Internet accès à toutes les données publiques, qu'on n'ait pas besoin de passer par frotter la manche d'un homme politique pour savoir simplement à quoi on dépense l'argent de ma commune, de ma ville, de ma région, etc. Donc tu as un vrai système de cotation des administrations publiques et des politiques alors. Tout à fait. Donc en fait il y a plus de 1300 personnes qui posent des questions sur le site et ces questions, si dans les 30 jours elles n'ont pas de réponse correcte, le citoyen peut faire, ça va s'afficher comme boule rouge, orange s'il a la moitié des documents demandés, vert si c'est répondu dans les délais légaux, et après on aide le citoyen à surtout faire un recours à un tribunal administratif gratuit qui s'appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Et donc on aide les citoyens gratuitement à, comme un rôle de conseil juridique, pour utiliser cet outil qu'ils connaissent assez peu, qui est la Commission d'accès aux documents administratifs. Et qui, elle, va faire une sorte de décision administrative contraignante. Elle va dire au ministre, au bourgmestre, à l'administration, ce n'est pas à vous de refuser de donner accès à cette information, nous décidons à votre place que vous devez le donner à ce citoyen. Et donc voilà, c'est un outil de pression et qui popularise cet article 32 de la Constitution, qui s'appelle le droit à l'information, jusqu'à ce qui est déjà dans la Constitution belge depuis plus de 25 ans, mais où il faut tout le temps être vigilant. Donc c'est pas parce qu'une loi de papier se trouve même aussi solidement écrite que dans la Constitution qu'elle est respectée. La Constitution belge elle contient le droit au logement, le droit à la liberté d'expression, le droit de manifester, le droit à un travail digne et des conditions de vie, c'est pas pour ça que c'est respecté. Et donc ce sont à des activistes comme nous, comme les Gilets jaunes, comme d'autres, à se battre pour faire respecter des principes de base de la Constitution belge, comme ce droit à l'information. Ok, peut-être que tu pourrais aussi nous parler d'un des autres co-créateurs de Transparentia qui est Cumuléo. Oui, tout à fait. Christophe Angelu, qui est un précurseur et qui a été un des fondateurs de Transparentia aussi, qui s'occupe, lui, il gère seul quasiment une base de données de tous les mandats et tout le CV en fait des responsables publics, tous les cumuls de responsabilités dans différents conseils d'administration, dans différents mandats publics et leur historique passé depuis plus de 10 ans. Et ça permet de tracer les conflits d'intérêts, de vraiment voir l'ensemble des casquettes que ces personnes peuvent poser et l'étendue de leur réseau de pouvoir, d'où ils proviennent, les intérêts de qui ils représentent. Et donc c'est cumuleo.be qui permet de faire ça et Christophe a un boulot exceptionnel là-dessus depuis 10 ans. Il y a transparentia.be, là vous pouvez vous inscrire, c'est pour poser des questions à des services publics et faire respecter le délai de réponse dans les 30 jours.
Voilà. Et plus généralement après ça, on s'est mis ensemble pour favoriser ces mises en ligne automatiques. Ça existe dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, vous pouvez voir en ligne directement toutes les dépenses d'un ministre. Et c'est normal ici, ça ne pose aucun problème avec les moyens techniques de simplement publier ces fichiers, ces tableaux Excel ou ces feuilles de calcul en ligne pour tout le monde avec un moteur de recherche. Et donc on fait énormément de lobbying citoyen, via la presse, via les députés, pour que ça arrive simplement. Mettez tout en ligne, tout simplement. C'est à nous, la population, de contrôler au jour le jour comment sont gérés nos services publics, et pas on n'a pas à mendier ça à des élus pour, s'il vous plaît, gérer ça bien. Non, on peut exercer ce contrôle au quotidien. Payé par nos impôts en plus. Tout à fait. Et donc c'est une activité complètement bénévole. Tout à fait, oui, on est bénévole. Tous ceux qui animent des pages Transparencia ou des collectifs locaux le font bénévolement, tout simplement parce qu'on a envie d'améliorer le vivre ensemble de tout le monde, et aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie caste en fait de personnes qui monopolisent et colonisent en fait le service public, qui ne sont pas du tout au service du public. Il faut les chasser tout simplement, il faut les forcer à se tenir, à marcher dans les clous, et leur dire non, mais tu n'es pas là pour te servir pour ton parti politique, etc. Tu es là pour servir l'intérêt public. Oui. De quelle caste tu parles? Enfin, est-ce que tu peux un peu expliquer un peu les mécanismes tels que tu as pu les déceler Et donc en fait, le service public, tout le monde voit le monde politique, qui sont les marionnettes qu'on voit le plus souvent, on va dire, qui sont très importants, mais simplement, ce monde politique a toute une foule de collaborateurs dans ses cabinets qui vont aller après diriger des services publics. Et donc les services publics sont en général à leur direction complètement colonisés par les différents partis politiques, un système à l'italienne de lottizzazione, comme on avait avant, qui va faire que en fait, on distribue déjà dans les accords de gouvernement et les négociations entre partis, on met des couleurs sur chaque administration. Et on dit, voilà, je mets un bleu là, un vert là, un rouge là, etc., un orange là-ci. Et ce qui fait que ces administrations sont gérées non pas dans l'intérêt du public, mais dans l'intérêt des relations de pouvoir et des rapports de force entre partis politiques. Et ces hauts fonctionnaires, qui sont en général d'anciens chefs de cabinet ou d'anciens membres de collaborateurs de ministres, vont rester, eux, 30 ans, parfois 40 ans. Donc ils ont un pouvoir beaucoup plus important en réalité que le ministre qu'ils servaient au départ, qui lui sera déjà parti dans 5 autres ministères et aura continué sa carrière ailleurs. Et plus important aussi que les parlementaires aussi. Tout à fait. En fait, un chef d'administration a beaucoup plus de pouvoir qu'un parlementaire, de loin, mais sauf que personne ne le connaît, il n'est pas élu, c'est un ancien collaborateur de ministre souvent, et oui, ils ont beaucoup plus de pouvoir que n'importe quel député. Un député, dans le système actuel, sont des presse-boutons, sauf certains députés qui acceptent de vraiment taper du poing sur la table, au risque parfois de se faire exclure de leur parti. Mais donc, effectivement, oui, ces hauts fonctionnaires, tracer d'où ils viennent, leur parcours est essentiel pour reprendre un contrôle sur les services publics, quoi. Transparencia, c'est vraiment purement l'administration publique, oui, et l'action politique, donc publique, oui, via les connexions avec le privé. On peut s'attaquer évidemment à certaines entreprises. Il ne faut pas oublier que la commande publique, donc les commandes au privé et des administrations, c'est 30% de l'économie. Donc les marchés publics, c'est 30% du PIB de la Belgique. Donc ça quand même, c'est les trop gros chantiers de construction. Quand on voit au Parlement wallon des entreprises qui se font des dizaines de millions de bénéfices dus à des malversations, là on voit un lien entre l'information que vous obtenez par le service public, ces marchés publics dont l'argent va au privé. Ouais, donc il y a un lien quand même avec le privé, vu le poids du secteur public dans l'économie, quoi. Donc oui, il y a un dossier où Transparencia a collaboré, c'est celui de Fruitier à Arlon, enfin près dans la province du Luxembourg, qui est effectivement une entreprise privée, mais qui est aidée par Idelux, donc par ce biais on peut aussi... C'est ça. Les documents d'une entreprise privée qui reçoit des aides publiques, des subventions des marchés publics, sont publics, parce qu'à partir du moment où il y a copie de ces documents dans une administration, ou une intercommunale ici, vous avez le droit d'en demander copie en 30 jours. C'est ça. Il n'y a pas longtemps, on a créé un nouvel outil aussi pour les citoyens, qui est la maison des lanceurs d'alerte. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Donc il y a une très belle avancée due à un lobbying de plein d'associations au niveau européen, où c'est l'Europe qui enfin impose qu'il y ait une protection si vous avez des employés du privé comme du public qui observent des malversations qui nuisent à l'intérêt public, elles peuvent le dénoncer et on ne peut pas les licencier pour ce motif-là.
C'est-à-dire que c'est ce qui se passe souvent, les gens ont peur des représailles, de perdre leur travail, et donc il y a cette protection européenne que la Belgique a été obligée d'appliquer, qui veut dire que vous avez, votre employeur a des comportements tout à fait contraires à l'intérêt public, qui sont même dangereux, vous pouvez les dénoncer et on ne peut pas vous en faire reproche. Alors il faut demander une protection, et donc il y a un organe externe de votre employeur. Pour les employés du privé, c'est un médiateur fédéral. Pour les employés d'administration régionale, ce sont des médiateurs régionaux. Pour les employés du service public par exemple, qui lui va instruire la plainte et octroyer cette protection de lanceur d'alerte qui fait qu'on peut, s'ils veulent vous licencier, ils vont devoir trouver d'autres motifs. On ne peut pas vous accuser de déloyauté si on peut démontrer que ce n'est pas une dénonciation contre votre voisin, c'est pour l'intérêt public que vous le faites. Voilà, en tout cas, les informations que vous fournissez montrent qu'il y a une menace sur l'intérêt public. Oui. Voilà. C'est très large. Ça peut aller simplement sur des emplois fictifs créés pour caser des membres de partis politiques dans des services administratifs où rien ne se passe et le service public n'est pas rendu, de l'argent qui est détourné, des surfacturations de marchés publics, comme on l'a vu là au Parlement wallon récemment, des permis de construire ou octroyés à des copains, des choses comme ça. Et cette protection, maintenant, il faut faire en sorte que cette maison des lanceurs d'alerte, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Vulgariser cette loi, faire connaître aux gens cette protection, cette nouvelle règle dans le droit du travail qui a été obtenue, et aussi faire un réseau de solidarité simplement entre ces personnes qui, au risque de perdre leur emploi, ont voulu alerter l'opinion publique sur des dysfonctionnements ou des malversations, etc. Et donc ça renforce le rôle de contre-pouvoir, ces lanceurs d'alerte qui disent attention, voilà, là je demande cette protection parce que j'aide la communauté d'une certaine manière en dénonçant ces faits qui menacent l'intérêt public. Pour les lanceurs d'alerte, est-ce que ça concerne seulement le privé, enfin le public? Tout le monde. Toute personne qui a eu un lien de contrat de travail, un contrat de stage, ou même d'indépendant, de consultant, vers une institution privée ou publique, où il a constaté des atteintes à l'intérêt public, toutes ces personnes peuvent être protégées. Donc c'est vraiment, là c'est beaucoup plus général. Donc par exemple, typiquement la lutte contre la fraude fiscale. Tout à fait, oui, ça fait partie vraiment des domaines, effectivement, voilà, des personnes qui dénonceraient effectivement des aides fiscales ou des niches fiscales obtenues de manière plus ou moins douteuse, qui fait en fait en conséquence que d'autres citoyens doivent payer à la place de ce grand fraudeur fiscal. Oui, tout à fait, ça fait partie bien sûr d'une atteinte à l'intérêt public, quoi. Mais ce n'est pas la seule. Il y a les domaines, c'est atteinte à l'environnement, atteinte à l'intégrité, atteinte à la santé publique, atteinte au droit à la qualité des produits, des consommateurs, comme ce que fait STH à d'habitude. Le nombre de domaines est très très vaste en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, un exemple dont je crois la maison des lanceurs d'alerte s'est occupée, c'est le cas d'UBS. Oui, tout à fait. Donc on a soutenu un banquier de la banque UBS Amérique qui... UBS, c'est la banque suisse. C'est la banque suisse, c'est ça. Et donc lui était directeur de la section américaine de cette banque suisse et il s'est rendu compte en interne de ces mécanismes où des milliardaires étaient protégés fiscalement et permettaient avaient des comptes en Suisse en fait de manière illégalement. Et donc ces révélations ont fait tomber le secret bancaire aux États-Unis, mais il a aussi été voir différents pays. Donc lui maintenant soutient plein de lanceurs d'alerte dans les pays et il a été vers le gouvernement belge pour poser les questions, mais qu'est-ce que vous faites avec tous les fichiers que je vous ai transmis sur différents milliardaires belges qui ont des comptes en Suisse et qui ne payent pas leurs impôts. Et on se pose toujours la question actuellement, qu'est-ce qu'ils font de ces fichiers? Parce que on n'a rien fait du tout. C'était assez drôle. Et maintenant, on a reposé une question via des parlementaires. Et bien, en réalité, la Belgique a un accord d'échange automatique d'informations avec la Suisse. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites de ces informations? Et depuis 6 mois, on n'a aucune réponse du ministre, alors qu'ils ont toutes les données en fait. Vous-même, vous allez accepter un emploi en Suisse une année, payer un salaire normal, le fisc va vous tomber dessus et vous demander des tonnes de justifications, mais vous êtes un milliardaire avec des comptes en Suisse, apparemment ça se passe assez bien. Donc il y a une sorte de justice de classe ici là aussi, et donc ce banquier, on a soutenu pour ce lanceur d'alerte, il dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez toutes les informations de Suisse et vous n'en faites rien. Donc c'est même pas que l'État dit qu'il n'a pas les moyens de poursuivre la grande fraude fiscale, c'est qu'il ne veut pas la poursuivre. Voilà. C'est ça. C'est intéressant. Oui, non, c'est ça. C'est des cas assez hallucinants, mais effectivement, ça c'est que la face cachée de l'iceberg.
dans Tinkerjohn, on aime bien voyager. Hein. Est-ce que tu pourrais donner un exemple où nos mauvaises pratiques publiques ont été exportées vers d'autres pays? Mais le pays dont je suis originaire, d'une partie de ma famille est originaire, et Haïti, a subi, comme vous le savez, un grand tremblement de terre il y a déjà plus de 10 ans, et qui a fait une hécatombe. Hein. Il a fait dans une seule ville, la capitale, donc c'est un pays qui est la même population que la Belgique, 12 millions d'habitants, qui a fait dans la capitale plus de morts que le tsunami en Asie de 2006 dans toute l'Asie. Donc ça donne une idée, à Port-au-Prince, il y a un habitant sur 10 qui est mort, et il y a un habitant sur 20 au total qui est soit éclopé, qui a une jambe en moins, etc. Et la moitié de la population quasiment était sans abri. Donc ça a été dramatique. Et il y a eu une grande, effectivement, mobilisation médiatique internationale des ONG pour aider le pays, qui est un des pays les plus pauvres, ou le pays le plus pauvre des Amériques, pour reconstruire le pays, pour faire des abris, des logements, reconstruire de l'eau potable, etc., hein, des infrastructures. Et au total, il y a 12 milliards d'euros qui sont partis ou qui ont été promis pour aider le pays. Ce qui a été tout à fait suffisant, certainement, pour le reconstruire. Ben, sauf que 5 ans après, on avait toujours 1 million de sans-abri, on avait la pauvreté qui était toujours au même niveau, et il y a eu un film magnifique que je vous conseille, d'un réalisateur franco-haïtien très connu, Raoul Peck, qui a fait un film qui est en libre accès sur YouTube, qui s'appelle Assistance mortelle. Et Assistance mortelle explique comment ces 12 milliards d'argent, soit de public, soit de générosité du public, a été réellement dépensé. Hein, alors je donne un exemple. La Croix-Rouge des États-Unis, donc la section américaine de la Croix-Rouge, a dépensé 1,5 milliard en Haïti, pour aider Haïti, c'était l'ONG la plus aidée, et après 5 ans, elle avait construit 5 maisons. Ah oui. Alors 5 maisons avec 500 millions de dollars, c'est peu. C'est peu. Même avec des fondations en or, je veux dire... Ça va être compliqué, voilà. Donc là, c'est tout à fait scandaleux. Mais par contre, on a fait venir en Haïti plein de cadres internationaux que la Croix-Rouge faisait venir, qui avaient villas, eux, ils n'avaient aucun problème. Hein, on les payait des villas, des véhicules 4x4, une vie de luxe, de colons, en fait. Payer 140 000 dollars par an, à 150 000 dollars par an, chacun, même s'ils ne faisaient rien. Et après 5 ans, toute cette masse de cadres a produit 5 maisons, avec 500 millions. Donc c'est quand même problématique. On a Barack Obama, qui annonce, dès le lendemain du tremblement de terre, que les États-Unis s'engagent à aider et qu'il met 2 milliards sur la table. Les Haïtiens se demandent toujours où sont passés ces 2 milliards. Alors la première décision de Barack Obama, c'était de dire « j'envoie l'armée américaine ». Déjà, quand il y a un tremblement de terre, a priori, c'est pas des marines, c'est des gens armés, c'est pas des armes et des canons que vous avez besoin. Donc déjà, pourquoi on envoie des porte-avions? Ah, en cas où il y aurait des pillages de magasins. Attendez, vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont en train de mourir sous des pierres, on a besoin de tracteurs et de payer des ouvriers, de payer les Haïtiens avec un salaire pour qu'ils dégagent, qu'ils reconstruisent leur propre ville. Ah non, non, les Haïtiens, vous comprenez, ces Noirs sont corrompus. On va faire venir des sous-traitants, des entreprises américaines et européennes qui vont elles-mêmes déblayer. Ils ont tellement déblayé que 5 ans après, il y avait toujours autant de sans-abri, il n'y avait toujours rien qui était reconstruit. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les 2 milliards promis par Obama, à partir de la seconde où il prononce ce discours à la télévision, tous les frais de l'armée américaine, les porte-avions qu'on a envoyés dans le port de la capitale, qui n'ont rien fait de particulier. Des porte-avions? Oui, des porte-avions. Un porte-avions, c'est débile, pour débarquer des troupes. Et alors qu'on s'attendait, oui, s'ils viennent avec un porte-avions pour donner des tracteurs, du matériel, oui, ça, voilà. Mais des GI. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé comme un débarquement dans un pays occupé, pour soi-disant protéger les magasins de pillage. C'était vraiment pas la priorité. La priorité, c'était sauver les vies. Et tout ça, tous les frais, de la peinture, de l'entretien, de toute l'armée américaine, de tous les soldats, de la peinture des bateaux, de l'achat aux firmes d'armement, tout ça a été mis sur le budget de l'aide à Haïti. Et donc vous avez déjà 1,5 milliard dont les Haïtiens n'ont jamais vu la couleur. En fait, on a fait porter un budget tout à fait normal de l'armée américaine qu'elle aurait dépensé de toute manière, on l'a comptabilisé comme aide à Haïti. Et donc au final, comme ça, si vous remontez sur 11 à 12 milliards, la population n'en a pas beaucoup vu la couleur. Donc c'est assez incroyable, il y a tout un réseau de sous-traitants. La Croix-Rouge, par exemple, travaillait par tout un réseau d'ONG et d'entreprises. Par exemple, on a le canal essentiel pour alimenter en eau la capitale. Ce canal était complètement rempli de débris du tremblement de terre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Pour donner du travail à 7 entreprises différentes, on a divisé le canal en 7 tronçons. Et à chacune, on lui demandait le nettoyage d'un des tronçons, non coordonné. Donc, qu'est-ce qui se passait?
Et on donnait le marché, donc elle sortait les déchets de cette portion du canal, elle le mettait sur le côté du canal, et on donnait le marché pour déblayer les déchets à une autre entreprise. Donc on laissait traîner pendant quelques mois le tas de déchets qui, avec le vent, retombait dans le canal. Ouais. Et donc au final, on a 7 fois nettoyé ce canal. Et tout ça facturé à l'aide internationale. Voilà. Qui a profité de ça? Les entreprises qui ont fait le travail, les ONG, les cadres d'ONG qui étaient là pour soi-disant surveiller ça. La population, elle, son canal, il était toujours pas déblayé. Peut-être que si on n'avait pas donné ces 12 milliards et que la population d'Haïti s'était organisée toute seule et démocratiquement, c'est pas non plus dans la poche en Haïti, mais peut-être qu'ils auraient fait beaucoup mieux en fait. Ah ben oui, mais il aurait fait beaucoup mieux. Effectivement, le film de Raoul Peck dit on a eu 2 catastrophes majeures le 9 janvier, le jour du tremblement de terre. On a eu un tremblement de terre qui a tué 300 000 personnes et 2, l'arrivée de l'aide internationale. On regarde ça, on dit quelle bande d'ingrats ces noirs quand même. Alors notre 12 milliards, ils râlent, ils sont pas contents. Ça c'est quand même dégueulasse. Et le film montre comment cette aide a complètement détruit le pays, l'a mis sous coupole, sous tutelle, avec la fondation Clinton. C'est Bill Clinton qui coordonnait lui-même l'aide, via sa fondation familiale de lui et de sa femme. Et eux ont détourné complètement l'objet de ces 12 milliards. À la fin, aucun officiel haïtien n'acceptait encore de venir serrer la main à Bill Clinton. Bill Clinton a distribué à ses amis tout l'argent de l'aide internationale d'une manière complètement honteuse. Et effectivement, si la population lui avait donné bêtement des pelles et des tracteurs, elle aurait fait beaucoup mieux. Mais on l'a empêché de s'organiser. Il fallait payer les Haïtiens eux-mêmes des salaires d'ouvriers pour faire la reconstruction du pays. Ah non, on va payer des firmes étrangères pour le faire, des ONG, des coopérants au développement, etc. C'est là qu'est parti l'argent. Je vais donner un exemple. Excuse-moi, tu parlais de Bill Clinton, c'est Obama, c'est ça? Non, Bill Clinton. Donc le président, c'est Obama, mais il a délégué la gestion de l'aide à Bill Clinton par la fondation privée de la famille Clinton. D'accord. Donc c'est vraiment la fondation privée, la fondation Clinton, qui a elle-même coordonné la gestion de cette aide. Oui, Bill Clinton, on dit bien ça. Oui, d'accord, bien sûr. Et un autre exemple qu'on donne, c'est, on a beaucoup vu à l'époque les images de ces grands sauveteurs européens, américains, qui venaient sortir ces gentils noirs des décombres, etc., sauver les petits Haïtiens. Oh, merci, ma famille vous remercie. Et alors, il faut savoir qu'il y a 150 équipes, dont par exemple pour la Belgique, Bifast. Et donc on le montre, comment c'est magnifique, ces sauveteurs de Bifast, quelle efficacité. Oui, eh bien 150 pays ont envoyé des équipes, puisque Bifast ça coûte aussi des millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur place? Au total, combien d'Haïtiens, sur les centaines de milliers de victimes, ont été sortis des décombres par les 150 équipes qui sont venues? C'est très simple, 150. Ah oui. Voilà, chaque pays avait son noir à sauver devant les caméras, et puis c'était terminé. Et donc tout ce déploiement d'hélicoptères, de porte-avions, d'aide internationale, d'équipes Bifast qui venaient avec leur jeep, etc. Ils avaient un voyage en Haïti pour ça, ces gens au final ont sorti des décombres une personne. Et chacun venait photographier son gentil haïtien qu'on sortait pour justifier les subsides dans son pays à ses services de secours. À main nue, les membres de ma famille et les autres ont tous été vers leurs amis, chacun manuellement à enlever des blocs de pierre. Ça, Ils ont sauvé en quelques jours des dizaines de milliers de personnes à main nue, sans aucun travail. Et à côté de ça, on a 150 équipes les plus spécialisées, les mieux outillées du monde, qui sauvent 150 personnes. Ça dit assez long de qu'est-ce que c'est, comment la reconstruction, si on avait donné les moyens à la population de s'organiser elle-même, démocratiquement, lui donner les moyens de reconstruire le pays aurait été reconstruit, bien sûr. Voilà. Oui. Haïti a eu beaucoup d'autres... intrusion assez néfaste du monde occidental, mais bon, on va pas... C'est sûr, oui, il y a une longue histoire, effectivement, mais voilà, ça donne une idée comment le non-contrôle de l'argent qui doit servir à l'intérêt public mène à des catastrophes terribles. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Le contrôle démocratique, la reprise de contrôle de la population, qu'elle s'organise elle-même pour contrôler ou pas cet argent, c'est l'enjeu crucial pour reprendre en main son destin. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on va arrêter ici alors. Avec plaisir, un grand merci pour votre invitation. Et je vous invite à continuer l'action des Gilets jaunes pour soutenir les employés du Parlement wallon et soutenir les lanceurs d'alerte. On ne lâche rien, comme on dit. Voilà. On est là. Oui, enfin, on aurait pu continuer pendant des heures, mais bon, voilà. Tout à fait, oui. On continuera sur le terrain. Avec grand plaisir. Marcos, un grand merci en tout cas pour ton invitation, j'en serai à la main. Et bravo pour toutes vos actions. Merci beaucoup. On rappellera
que Claude est venu présenter Transparencia et la maison des lanceurs d'alerte. On se retrouvera bientôt avec d'autres invités. Évidemment, toute cette organisation est complètement bénévole, donc voilà, il n'y a pas de planning encore prévu, ni rien du tout. Mais probablement la prochaine émission va parler de notre chaîne Thinker Jaune. On va parler de Bruxelles et du plan Good Move. Donc voilà, un petit scoop pour vous. Donc encore merci pour votre attention et à la prochaine, à très bientôt alors. Merci. Merci.